Conakry visite les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Soapiti sur le Concouré. Ces diplomates se disent satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Comment prévenir les accidents de la route? Les experts de l'automobile ont leur explication. Ils parlent pour la plupart de manque d'entretien des véhicules. On parlera aussi des festivités annuelles de la mare de Barreau, une mare pleine de vertus, mais qui est aujourd'hui menacée d'ensablement. Bonsoir. Soapiti, le plus grand projet énergétique de la Guinée, force l'admiration des diplomates en poste à Conakry. Ils étaient sur le site du projet en construction hier au bord du fleuve Concouré pour visiter ce chantier ouvert par le président de la République, professeur Alpha Condé, depuis 2015. Reportage Nabi Kamara. Il y a seulement un peu plus de 2 ans que l'aménagement hydroélectrique de Soapiti a été lancé par le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé. Depuis, Guinéens et Chinois de CWE, sous l'œil vigilant de Tractebel, l'ingénieur conseil français, travaille sans répit pour construire un barrage de 450 MW sur le fleuve Concouré, ici à Tondon, dans la préfecture de Dubrika. Les travaux vont bon train et suscitent l'admiration générale. En témoigne cette visite hier du chantier par plus d'une dizaine de diplomates en poste dans notre pays. Ces ambassadeurs et représentants d'institutions internationales, malgré ce chaud soleil d'avril, ont fait le tour des différents postes en construction à Soapiti, à savoir l'axe du barrage en bétonnage, l'usine en construction, le pont de 506 mètres en finition et l'excavation du barrage sur la rive droite du fleuve Concouré. Je crois qu'il était important pour nous de nous rendre compte de l'évolution des travaux à Soapiti. Et moi qui étais venu il y a presque 1 an, j'ai vu effectivement que le projet maintenant avait pris une nouvelle dimension. Mais il reste encore beaucoup de béton à couler. En tout cas, je pense que d'ici fin 2019, début 2020, nous aurons effectivement une capacité, pour la Guinée en tout cas, une nouvelle capacité et aussi une autonomie énergétique nouvelle. Ce n'est pas en restant à Conakry qu'on connaît la Guinée. Il faut aller à l'intérieur. Ces 3 gros projets vont permettre à la Guinée de satisfaire la demande d'énergie sur le terrain et aussi dans la sous-région. Et ça, je peux vous dire que c'est l'un des projets prioritaires de la CEDEAO. Rappelez que les ambassadeurs étaient venus d'abord à Amaria, où le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique leur a présenté la maquette de l'aménagement intégré du barrage hydroélectrique de 300 MW avant de se rendre à Caleta pour voir ce premier barrage de 240 MW réalisé par le professeur Alpha Condé et mis en service depuis 2015. L'énergie doit être au cœur du développement de notre pays. Et c'est ça que le président de la République a compris. C'est pourquoi il en a fait une de ses grandes priorités, la construction de Soapiti. Selon la direction générale du projet, le pré-remplissage du réservoir de Soapiti va commencer le 1er septembre 2019. Par cette action, la bonification des Caleta va être assurée, rendant le barrage fonctionnel en toute saison. À partir de ce moment, le délestage que l'on connaît aujourd'hui à Conakry ne sera qu'un lointain souvenir. Port autonome de Conakry, affaire Bolloré-Jetma, dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de TV5, Sori Kamara, ancien directeur général adjoint du port autonome de Conakry, explique les conditions d'attribution du terminal à conteneurs au groupe Bolloré, succédant ainsi au groupe Jetma International. Suivez. Alors comment passe-t-on en 2008 de Jetma à 2011 avec Bolloré qui gère le port à conteneurs de Conakry? Oui, très simple. Et lorsque ces évaluations ont été faites, le port a protesté. Nous avons écrit à FFA au moment de la consultation pour que FFA vienne voir un peu et analyse les conclusions qui allaient déboucher sur la signature de la Convention. Il s'est révélé qu'il y avait beaucoup d'incohérences. L'État perdrait en recettes à tout point de vue. Alors, nous avons demandé à ce que le président Conté à l'époque intervienne, mais affaibli par la maladie, entouré de cadres qui n'ont pas pris la mesure de la dimension de la responsabilité qui devait être la leur et n'ont pas tenu compte. Entre-temps, le 22 décembre, Conté meurt.
le 23 décembre, c'est Dadis qui prend le pouvoir. Et alors, il y a eu une tollée de réactions, tant au niveau du port qu'au niveau des armateurs. Tous se sont manifestés, les exploitants portiers, pour prendre la direction du camp et mais lui aussi maintient le choix de Jedma malgré vos réticences. Attirer l'attention, dès le 9 janvier, le président Dadis a pris un décret pour suspendre purement et simplement la convention de Bolloré. On était là, nous étions heureux de cette suspension puisqu'il a demandé que le contrat de Jetma soit suspendu. Et les dispositions ont été prises et il a arrêté pour le moment les activités. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est une délégation du Burkina Faso qu'on reçoit, dirigé par le capitaine, je crois, Guinguérien de l'époque, envoyé spécial du président Blaise Compaoré pour demander à la junte de lever la suspension. Et surtout qu'à l'époque... Et de maintenir Jetma. Et de maintenir Jetma. À l'époque, le président du Burkina était le médiateur du conflit guinéen. Donc les autorités militaires ont accepté de maintenir Jetma sous réserve de prendre en compte les préoccupations de l'État guinéen. Mais alors pourquoi en 2011, c'est donc à Bolloré qu'on confie le port de Conakry? Voilà. Alors lorsque nous avons compris que ça posait problème, et Jetma a continué à exploiter le terminal à conteneurs sans prendre en compte les préoccupations exprimées par le gouvernement guinéen. Alors, entre-temps, intervient le changement de régime, c'est le président Alpha qui est au pouvoir. Le 25 janvier 2011, nous avons tenu au port une réunion qui devait nous permettre de faire le point de l'évolution de la gestion du terminal à conteneurs avec Bolloré pour rendre compte aux nouvelles autorités, notamment au ministre des Transports. Alors, Bolloré Jetma a invité à la réunion. Nous lui posons la question, puisque depuis le 22 décembre, vous êtes sur le terminal à conteneurs, nous n'avons pas vu même une seule brique posée sur la principale composante du projet qui porte sur l'extension du terminal à conteneurs. C'est à ce moment-là que vous décidez de lui retirer la convention et de la confier au second. Oui, nous déjà, on a demandé à ce que le conseil d'administration se retrouve. Le conseil d'administration se retrouve et a pris la décision de la résiliation pure et simple de la convention de avec. C'est cette résolution qui a permis au président Alpha Condé de prendre le décret pour annuler et résilier purement et simplement la convention avec Jetma International. Et de la confier à la seconde société qui avait remporté l'appel d'offres. C'est Bolloré qui était le deuxième. Nous avons négocié avec vous. Puisque Bolloré avait discuté et avait dans son offre 10 millions d'euros, nous avons demandé à ce que Bolloré porte son ticket d'entrée à 15 millions et continue à travailler avec le port. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien juste après ce journal. Et puis, à la suite des négociations entre le gouvernement et les services du Fonds monétaire international, un accord a été trouvé sur les résultats de la première revue de notre programme de facilité élargie de crédit, négocié de commun accord en octobre dernier. Les résultats de cette première revue seront soumis dès juin prochain au conseil d'administration du Fonds monétaire. Boubacar Ba, compte rendu. Après 15 jours de négociations à Conakry et une semaine à Washington, les services du Fonds monétaire international et la Guinée ont réussi à trouver un accord sur la première revue du programme guinéen de la facilité élargie de crédit. Un accord qui devrait permettre à notre pays de réduire la pauvreté, préserver la stabilité économique et assurer une croissance durable au regard des grandes attentes dans les secteurs miniers et l'agro-industrie. Selon le résultat de fin décembre de l'année passée, la situation fiscale a détérioré un peu. Et ça, c'était nécessaire d'avoir des mesures concrètes pour aller au conseil d'administration pour montrer que le programme avance selon ce qui était désigné et qui était approuvé en décembre de l'année passée. Il faut assainir la situation financière de la compagnie d'électricité dans ce pays. Si la subvention va à une compagnie, ça veut dire qu'il n'y a pas de ressources qui vont à l'éducation, à la santé, et aux couches vulnérables de la société. Et le programme est désigné de telle façon que les épargnes qui viennent de bon fonctionnement de la compagnie d'électricité doit être canalisée pour les projets et les activités de secteur d'éducation, santé et les couches vulnérables de la population. C'est ça comme le programme était désigné.
Toujours dans le volet économique, la Guinée, notre pays, abritera cette semaine la 6e réunion des gouverneurs des banques centrales qui se sont regroupés en association dénommée AFPI, entendez Initiative africaine sur les politiques d'inclusion financière. Près d'une trentaine de gouverneurs et vice-gouverneurs de banques centrales sont attendus à Conakry. Des représentants d'ONG et d'institutions financières seront également à cette rencontre. Certains des participants mettront à profit leur séjour pour rencontrer des autorités guinéennes qui évoluent dans leurs secteurs principaux parce que toutes les organisations ont un aspect lié à l'inclusion financière, mais un aspect qui concerne une attribution principale. Donc, l'occasion sera mise à profit pour rencontrer les responsables guinéens et tirer le meilleur parti de ces rencontres-là pour faire avancer certains de nos dossiers ou à la Banque mondiale ou à la Banque africaine de développement ou au Fonds monétaire international ou à côté d'autres partenaires techniques et financiers. Signalons que cette rencontre débutera dès lundi par des ateliers et conférences débats sur des sujets d'ordre bancaire, monétaire et financier. Économie toujours, le ministre du budget était justement devant les étudiants à Kindia pour présenter quelques actions gouvernementales. Les débats ont porté principalement sur les réformes et perspectives économiques en Guinée. Le point avec Carlos Mangalo. Plusieurs réformes ont été menées depuis 2011 pour améliorer l'économie guinéenne et développer tous les secteurs de la vie. Au contact des étudiants de l'université de Kindia, le ministre du budget explique l'ensemble des réformes engagées dans les finances publiques, de l'unicité des caisses à la digitalisation des services pour stopper les détournements, en passant par l'instauration d'une culture de redevabilité et les mesures incitatives adoptées pour favoriser les investissements, la création d'emplois, entre autres autant d'éléments portés à la connaissance des étudiants et jeunes du Kenya. Nous nous sommes rendus compte en fait que nos finances publiques ne sont pas forcément comprises par nos populations, les réformes que nous menons. Donc c'est une façon de permettre aux étudiants aussi, aux universités, aux enseignants, de pouvoir comprendre réellement quelles sont les réformes que nous menons, qu'est-ce qui motive ces réformes et pourquoi est-ce que c'est important que tout le monde s'implique pour nous soutenir dans ce sens. Et cela s'inscrit bien sûr dans la vision du président de la République et qui nous instruit à chaque fois d'informer les populations de ce que nous faisons. Un contact direct qui permet aux étudiants de mieux comprendre et de découvrir certaines réalités tirées de l'expérience d'une gestion budgétaire. Ça m'a encore permis de connaître réellement les réformes menées par le ministre. Donc je l'encourage, je les encourage vraiment à mener beaucoup plus d'efforts afin que l'économie de la Guinée se sente toujours dans les meilleures conditions. Au-delà des leçons apprises, ce genre de rencontre peut influencer les étudiants, les encourager à doubler d'efforts et à entretenir leur projet de réussite. Pour l'université de Kindia, qui ambitionne d'être un centre d'excellence, c'est un bel appui dans l'encadrement. Désormais, les étudiants et tous ceux qui l'ont écouté savent à peu près comment se déroule, comment on conçoit un budget et comment on participe à la mise en place des mécanismes qui participent à l'équilibrage entre l'économie et le social. Abordant la question des perspectives économiques, le ministre du Budget a encouragé les jeunes à songer à se lancer dans l'entrepreneuriat pour tirer profit des opportunités agricoles et du boom minier qui a porté la croissance du pays à 10,5% en 2016 et autour de 8% en 2017 et 2018. Fangué, sous-préfecture de Maferanya dans Forêt-Caria, est retenu pour abriter la zone industrielle la pilote pour Conakry et ses environs. Le domaine est délimité et les travaux de l'étude de faisabilité sont lancés. Une fois achevée, la zone devra servir de boussole pour tous les autres sites industriels du pays. C'est le résultat d'un accord cadre signé entre la Guinée et le Maroc à l'occasion de la visite du roi Mohamed VI en Guinée en 2014. Reportage Abdelkarim Kamara. En Guinée, jamais un domaine réservé de l'État n'a connu des travaux d'aménagement pour en faire une véritable zone industrielle. Un accord cadre est signé en 2014 entre la Guinée et le Maroc pour pallier cette insuffisance. Convention par laquelle il est prévu l'implantation d'une zone industrielle pilote.
Après identification de plusieurs terrains par les techniciens, le site de Sankaria, à 75 km de Conakry, est retenu. Nous sommes dans le district de Fangé, sous-préfecture de Mafereya, préfecture de Forêt-Karia. Nous sommes devant la côtière ouest africaine et la route de Forêt-Karia est dans le programme du président de la République pour son bitumage. Donc l'accès sera facile. La déclivité du site fait que des trois côtés, nous n'avons pas de stagnation des eaux et apparemment le sol est porteur. Le partenariat sud-sud que nous avons avec le Maroc, et je pense que la finalisation se fera très bientôt et on se rendra bien compte que c'est le site idéal pour une zone industrielle dans la périphérie de Conakry. C'est un domaine de 30 hectares. La zone, une fois aménagée, va montrer le chemin à d'autres sites industriels qui seront projetés à travers le pays. La société marocaine Medzed est en charge des travaux d'aménagement. Après le délimitage du terrain par l'architecte, reste l'étude de faisabilité. Aujourd'hui, le foncier, il est clean, il est délimité, il a un titre. Donc tout le reste, c'est mécanique et donc ça peut aller très vite. Nous essayerons autant que faire se peut de le faire dans les délais les meilleurs, les plus réduits possibles. Et nous travaillons sur un chronogramme de manière à cerner donc l'échéancier et les étapes à venir jusqu'à le lancement de la mise en œuvre du projet. Il y aura création de 4 000 à 5 000 emplois sur cette zone de Forêt-Karia. Maintenant, les trois secteurs principaux, à la suite des études économiques qui ont accompagné l'étude d'identification de la zone, ce sont les trois secteurs principaux prévus pour cette zone, c'est l'agroalimentaire, le BTP, l'industrie mécanique et métallurgique, donc si vous voulez, sous-jacente à l'industrie minière en Guinée. Le domaine est octroyé au ministère de l'Industrie par celui de l'aménagement de la ville et de l'habitat suite à un arrêté. Au terme des travaux, plus de 80 entreprises industrielles seront installées dans la zone. Santé. Aujourd'hui encore, la lèpre, maladie de la misère, fait des ravages dans plus de 100 pays et 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année selon les chiffres de l'OMS. Ce dimanche 6 mai, la Guinée a célébré en différé la journée mondiale des lépreux sous le thème « Vigilance pour un dépistage précoce ». Une occasion de faire le bilan de la lutte contre cette maladie, mais également attirer l'attention des autorités et des populations sur ce qui reste à faire. Reportage à Diatoubari. Renforcés par les stigmates de la maladie, ces jeunes célèbrent la journée mondiale des lépreux. Motivés par ses béquilles et la musique, Mouktar, une des victimes, entend résister jusqu'au bout. Il tient son infirmité d'un dépistage tardif de la lèpre qu'il a contracté il y a 13 ans. La lèpre m'avait attrapé, j'ai parti au traditionnel, on m'avait traité là-bas, mais ça n'était pas réussi. Ça m'a fait mal. Donc, le temps que je suis venu, Fondation Raoul Folero, ils m'ont beaucoup aidé sur le traitement. Ça, on m'avait amputé. Mais malgré je n'ai pas eu la prothèse bien, mais ce n'est pas grave. La lèpre est cette maladie contagieuse dont les complications entraînent des infirmités chez les personnes atteintes. Cette 65e célébration de la Journée mondiale des lépreux est l'occasion d'intensifier la lutte pour réduire les infirmités. C'est pourquoi tous ici présents, nous devons rester vigilants. La transmission de la maladie n'a pas cessé, elle est insidieuse. Il est donc fondamental d'exercer un contrôle sur la lèpre en dépistant et en soignant au plus tôt, en formant des personnels compétents et en dispensant une prise en charge adaptée aux malades présentant des complications ou souffrant de séquelles invalidantes. En 2017, 239 nouveaux cas de lèpre ont été diagnostiqués dans les différentes structures sanitaires du pays, soit un taux de 0,23% pour 100 000 habitants de nos jours. Tous ont bénéficié d'une prise en charge gratuite. Pour la phase de réinsertion, un groupe de lépreux guéris obtient des vivres et des kiosques. Ces kiosques permettront à ces anciens malades de commencer une activité commerciale, une activité qui leur permettra de soutenir leur famille, de vivre, de se sentir utile et de contribuer à la société. La lèpre est l'une des pathologies que la Guinée compte éliminer définitivement d'ici 2020. Le programme national de lutte contre la lèpre et les partenaires intervenant dans le domaine annoncent de nouvelles stratégies de prévention
comme le dépistage intégré des maladies cutanées. Laissez vos yeux s'amuser, c'est le thème de la campagne de chirurgie ophtalmologique gratuite contre la cataracte que vient de lancer la première dame de la République. Cette initiative de la Fondation Prosmi et Bonagui en collaboration avec la Fondation Baraker entend redonner la vue à plus de 250 malades, mais aussi favoriser leur réinsertion dans la communauté. Ali Badra Kondé. Ils sont plus de 250 patients venus des différents horizons du pays à avoir subi cette opération chirurgicale gratuite contre la cataracte oculaire ici au CMC Les Flamboyants dans la commune de Ratoma. C'est un geste humanitaire de la première dame de la République à travers sa fondation Prosmi et la Bonagui en collaboration avec la fondation Baraker de l'Espagne. La chirurgie, c'est jeu. Une telle chirurgie menée au CMC Les Flamboyants ici coûte au niveau de leur pays 6 000 € pour un œil, bien sûr. Donc 6 000 € évalués en francs guinéens, ça vous fait juste les 60 millions de francs guinéens. Imaginez-vous, un 60 millions qu'on donne à un pauvre citoyen guinéen. Je pense que c'est beaucoup, parce qu'on restaure la vision. Mamadou Djoulisso, professeur de son état et père de 8 enfants, souffre de la cataracte il y a de cela 40 ans. Aujourd'hui, Mamadou a retrouvé une vision parfaite. Toute une satisfaction. Notre vision maintenant, c'est bien amélioré. Tu vois plus que maintenant, je vois maintenant plus qu'avant. Au terme de 8 jours d'intervention chirurgicale contre la cataracte, ces médecins espagnols sont reçus en audience par la première dame de la République, Hadja Djene Kondé. Je pense que les médecins ils doivent soigner les gens qui ont plus besoin que les autres. Donc pour moi, venir ici en Afrique, parce que ce n'est pas seulement Conakry, on vient dans beaucoup d'autres pays, c'est une chose très importante, très nécessaire et surtout très satisfactoire pour nous-mêmes. La première dame de la République, quant à elle, s'est engagée à renforcer le partenariat avec la Fondation Baraker pour aider de nombreux Guinéens. En Guinée, il y a beaucoup de problèmes de cécité, il y a des problèmes de yeux, en un mot. Et venir nous aider à faire recouvrir la vue, comme le disait tout à l'heure le directeur de la Prosmi, que donner la vue à une personne, c'est lui donner la vie tout court. Sans yeux, alors là, c'est vraiment une vie de galère. Ces médecins espagnols comptent revenir pour une 3e fois dans le pays. Cela pour le bonheur de la population guinéenne. Quelle assistance sociale apporter aux jeunes qui acceptent volontairement de regagner le bercail? L'OIM lance un module de formation à Mamou. Les bénéficiaires apprennent des techniques pour accueillir dignement les jeunes migrants et faciliter leur réinsertion sociale. Reportage Mamadou Paté Baldé. En Guinée, selon les statistiques du sous-bureau de l'OIM Mamou, plus de 1000 jeunes migrants des régions de Labé, Mamou et Farana auraient gagné le pays depuis le début des opérations de rapatriement en 2017. La plupart de ces migrants sont rentrés au bercail traumatisés et malades. L'Union européenne, à travers l'Organisation internationale pour les migrations, apporte son appui technique et financier à ces migrants retournés. L'OIM, sous la vision de la chef de mission, Mme Fatou Ndiaye Diallo, et le ministère de l'Action sociale ont jugé utile d'organiser cet atelier de formation en vue de constituer un noyau de techniciens initiés aux pratiques d'assistance psychosociale afin qu'ils puissent prendre en charge les migrants que nous assistons dans le cadre du projet financé par l'Union européenne. Cette décision politique est venue d'abord de monsieur le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a bien voulu se lancer dans cette bataille pour que tous les jeunes Guinéens puissent retrouver le sourire. C'est dans cette lancée que s'est inscrit notre département pour que nous puissions réussir et que l'espoir que nous fondons en ça, nous avons déjà un noyau à bouquet. Quand nous aurons Mamou, la continuation se fera dans les autres régions pour que nous puissions obtenir les résultats à la fin du programme. Venus des régions de Mamou et de Labi, les différents acteurs se sont penchés sur 2 modules. Des modules axés sur la protection et l'assistance sociale, ainsi que la réintégration économique des migrants. C'est une fuite de force de travail. Bon,
Cette initiative du ministère de l'Action sociale, accompagnée par l'OIM, est très salutaire. A rappeler que cette formation se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la gouvernance locale et de support à la réintégration durable des migrants retournés. À terme, les acteurs impliqués pourront assurer la relève et pérenniser les acquis dans les différentes zones d'intervention du projet. Comment prévenir les accidents de la route? Les experts de l'automobile ont leur explication. Ils parlent pour la plupart de manque d'entretien des véhicules. Il existe heureusement de nouveaux centres pour effectuer les visites techniques et réduire les risques d'accidents. Reportage Fodé Camara, Valérie Talimane, Mounir Bari. L'absence de visite technique est un facteur à l'origine de nombreux cas d'accidents de la circulation en Guinée. Un pays dont le parc automobile est estimé à plus de 600 000 véhicules. Face au défi, la Socotac, en collaboration avec le ministère des Transports, ouvre ses installations de visite technique. À travers cette journée porte ouverte, les automobilistes découvrent des avantages de ce contrôle moderne. Notre objectif, c'est pour venir vérifier, comme c'est une ouverture de la visite technique, c'est nous en Guinée, puisque ça nous fait très longtemps que nous n'avons pas. C'est important, j'essaie de visiter ma voiture. Donc, ce qui était dessus comme défaut, on me l'a montré. Je trouve que c'est nécessaire. Je demande tout un chacun d'envoyer sa voiture personnelle comme le véhicule de transport. C'est très important. Avec la libéralisation du secteur par le chef de l'État, le contrôle technique automobile renaît de ses cendres. Les réglages sont en cours en vue de répondre à toutes les attentes. En attendant, toutes les parties prenantes se montrent optimistes par la portée du projet. C'était de faire découvrir aux gens ce qu'ils veulent, c'est quoi le contrôle technique. Parce que c'est un peu, on l'a un peu mystifié parce que les gens ont peur, mais il faut qu'on essaie de montrer aux gens à quoi ça sert, pourquoi ça sert, pour que les gens comprennent et que quand la réglementation va rentrer en vigueur, que chacun puisse venir sans surprise avec leur véhicule chez nous. Nous, on fait le contrôle technique, mais c'est la police qui va vérifier qui a fait son contrôle technique ou pas. C'est une bonne initiative. Vraiment, quand ça continue comme ça, vraiment, ça va nous aider, ça va aider aussi la population, ça va diminuer aussi l'accident sur la route. Au dire des spécialistes en la matière, les visites techniques réduiront considérablement les cas d'accidents qui endeuillent chaque année les familles sur les différentes voies publiques. Située à Koléa, en face du Centre national de transfusion sanguine, la Socotac compte relever les nombreux défis du secteur en élargissant son champ d'action à l'intérieur du pays. Autre aspect de l'actualité nationale, la lutte contre les PME clandestines se poursuit. Les services spéciaux viennent d'épingler une unité de fabrique de yaourts non agréée. Après investigation, l'entreprise ne remplirait pas toutes les questions requises. Reportage Alphaïsia Gaba, Adiatoubari. À Conakry, de nombreuses PME évoluent dans la clandestinité. Dans cette cour située au quartier Afia, commune de Dixine, une unité de fabrique de yaourts Zawiya. Avec ces différents produits, les employés parviennent à produire cette crème de différentes couleurs. Mais l'inspecteur général de l'industrie et le service du colonel Keburo estiment que les normes de fabrication hygiénique ne sont pas respectées. Nous avons des analyses physico-chimiques. Or, l'étiquette que nous avons vue sur les boîtes ne comporte aucune analyse physico-chimique pour dire exactement quels sont les éléments nutritifs de ce produit. Ils ont seulement indiqué les œufs et fromage, lait, l'eau, sucre. Alors, de quelle quantité? Il n'y en a pas. Aucune caractéristique physico-chimique. Et si nous avons un certificat d'analyse de notre service compétent en la matière, et je pense que une PME qui n'a aucun RC, qui me dit seulement que le seul papier administratif, c'est certificat d'analyse. Que ce soit le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, le ministère de la Santé et les services sociaux qui sont là pour appuyer les actions. Nous faisons la répression, les autres font ce qu'on appelle la prévention. Quand les gens contournent cette prévention,
et toutes ces procédures administratives et qui viennent s'installer dans le quartier et ça rentre automatiquement dans l'attribution des services sociaux des crimes organisés. Ça, c'est de la criminalité transfrontalière. Tout ça, ça a été importé sans aucun document. La mission doit continuer, quelles que soient les montagnes à surmonter, quels que soient les obstacles à franchir, quelles que soient les situations. Ce qui est l'essentiel, c'est la volonté politique de la matière. Depuis 2016, l'entreprise de yaourt Zawiya opère à ciel ouvert et distribue ses produits à de nombreuses stations et boutiques de Conakry. Ses responsables affirment avoir le certificat d'analyse qui a permis à l'entreprise de s'installer. On sauve de l'eau. On mélange l'eau, on met l'eau sur ça. Le lendemain, on vient, on mélange beaucoup, on met dans le boîte. C'est fini. Ce n'est pas le ministère, c'est au labo de Matoto qu'on a pris ça. C'est 2016. Il y avait d'autres, c'est ça que j'ai retrouvé. Hein. C'est pas passé, c'est ça seulement. Ce sont des gens qui ne se sont jamais présentés au niveau du quartier. Ici, c'était un parc. C'était le parc auto. Le parc auto, c'est ceux qu'ils ont transformé comme ça en sorte d'usine, sans que le quartier soit informé de la situation. Les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés en partenariat avec le ministère de l'Industrie se disent déterminés à mettre hors d'état de nuire toutes ces unités qui évoluent dans la clandestinité. Une démarche qui pourrait aider la population à identifier les produits impropres à la consommation. Un dossier à suivre. Et puis le conseil d'administration de la Fondation internationale Thierno et Mariam s'est réuni hier samedi à Conakry. Au menu de la rencontre, l'élaboration de nouvelles stratégies pour faire avancer l'ONG. Compte rendu, Seydou Bandiaï. Créée il y a de cela une dizaine d'années, que la Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima tient son conseil d'administration une fois par an. Cette année, l'ONG humanitaire se fixe pour objectif de renforcer la stratégie de communication et de recherche de fonds. Cette fois-ci, nous allons aussi faire une relecture des statuts parce que les premiers statuts ont été écrits en 2003. Donc ça fait presque 15 ans et ces statuts ne s'adaptent pas à la réalité des activités de Fitima aujourd'hui parce qu'au départ il y avait un seul centre dans un seul pays. L'autre objectif de Fitima est celui de la formation des volontaires, une action soutenue par l'ensemble des membres de cette ONG à travers le monde. Nous avons eu à poser des actes et à faire des actions de solidarité à l'endroit de Fitima quelques années passées et j'ai trouvé que c'est une organisation qui est digne d'être soutenue et d'être accompagnée et c'est ce qu'il me faut aujourd'hui de venir en Guinée pour continuer à jouer ma partition en termes d'accompagnement de cette fondation. Après 2 jours de travaux, une stratégie globale Vision 2018-2021 a été adoptée. Elle va permettre de fédérer et de coordonner de nouvelles actions d'assistance humanitaire en Guinée. On a fait beaucoup de choses pour moi et bon, c'est avec nous les enfants, j'apprends les enfants à apprendre à lire et à écrire. Le renouvellement du bureau a été l'autre étape des travaux. Le nouveau bureau entame ainsi son mandat avec une feuille de route bien garnie. Une feuille de route qui met l'accent sur la formation des paramédicaux en faveur de l'amélioration des conditions de vie des enfants handicapés, mais aussi sur la promotion des droits de la femme. Parlons des festivités annuelles de la mare de Barreau, une mare pleine de vertus mais qui est aujourd'hui menacée d'ensablement. À la clôture des festivités, des prières ont été formulées pour restaurer ce patrimoine national, mais aussi pour le renforcement du tissu social. Maurice Sidibé. Au pied de ces fromagers se trouvent les génies de la mare sacrée de Barreau. Ici, ces milliers de femmes sollicitent l'aide des 2 gardiens invisibles de la mare lors de ces rites traditionnels de haute spiritualité. Au-delà de ce rituel initié depuis au temps des premiers occupants des Barreaux, il y a de cela plus de 8 siècles, cette fête est un moment de retrouvailles et de réjouissance, mais aussi de valorisation des richesses culturelles de la contrée.
Avec la sacrée mare, on voit les deux génies qui sont là, Boré Kankan et Boré Farima, et tiennent toujours à ce qu'il y ait le monde, qu'il y ait la garde de nos valeurs traditionnelles. Et généralement, c'est les bénédictions qu'ils demandent aux mares sont exaucées. Il faut que les cadres du village se donnent la main vraiment pour lancer cette mare et pour aider le village. Il faut que ça soit dans l'UNESCO. Moi, je lance l'appel là à les cadres de barreau, les cadres barrois, qui doivent serrer la ceinture, lancer cette mare. Avec une superficie de plus de 358 mètres, on aperçoit à peine aujourd'hui le lit de la mare. Autrefois très porteuse en ressources halieutiques, la mare des barreaux est victime de nos jours de l'ensablement et d'autres facteurs de dégradation de l'environnement. Quand on parle de la fête de la mare de Barreau, a priori, on passe aux poissons. Mais au-delà de l'aspect nutritionnel, il y a quelque chose qui s'est greffé. L'an passé, avec l'initiative présidentielle, le professeur a donné des alevins un peu partout en Guinée pour empoisonner nos mares, nos rivières, nos marigots. Effectivement, le projet est en cours. Les festivités de la mare sont l'occasion d'annoncer le début des grands labours, de fiançailles, de mariages, de présentations de vœux et de séparations heureuses. Sport, pour terminer, la Fédération guinéenne d'athlétisme a clos son championnat national Afria avec la participation des 4 régions du pays. Au total, 94 athlètes des 16 clubs ont compéti. 48 médailles étaient en jeu. Reportage d'Aoudaba. La cité industrielle de Fria a vibré au rythme des belles opérations promotionnelles de ce sport très complet, universel et naturel, assez vaste, qui regroupe beaucoup de disciplines de toutes sortes. La FEGI Athlétisme a réussi là où d'autres ont échoué en termes de mobilisation et de performance avec la participation de 94 athlètes des 16 clubs invités à travers les 4 régions. Pour ce championnat national à Fria, les athlètes ont fait de très bons résultats en série hommes et dames, malgré le manque d'infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes à Fria. Les infrastructures de Fria ne répondent plus aux normes, mais la fédération guinéenne a pu se battre pour créer quand même en tout cas les conditions de compétitivité des Jeux. Nous, on s'est battu pour que ce championnat-là ait lieu à Fria, parce qu'une fédération qui n'organise pas de championnat, moi je dirais c'est une fédération, mais qui manque beaucoup de choses. Il faut donner la chance aux athlètes de se mesurer, de savoir ce qu'ils ont fait et ce qui reste à faire. Ce championnat d'athlétisme a connu pour la première fois la participation du club de la gendarmerie qui a arraché 4 médailles, dont 2 d'argent et 2 de bronze dans les 47 épreuves en série hommes et dames. J'ai couru 1500 mètres et j'ai été 3e. J'ai eu 2 médailles, médaille blanche et médaille d'argent. Cette fois-ci, j'ai fait 5000, j'ai été 3e. J'invite tous mes amis de pratiquer le sport. Les 10 meilleurs athlètes en lancer de poids, saut en hauteur et longueur, course à pied de 200, 400, 800 et 1500 mètres, bref, de toutes les épreuves ont été équipés par les anciens athlètes de la FEGI Athlétisme vivant en Europe. Cette fédération multiplie les entraînements pour donner la meilleure performance à ses athlètes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à très bientôt. Au lendemain de la mise en examen de Vincent Bolloré, le Togo et la Guinée ont été accusés d'avoir cédé à l'homme d'affaires la gestion de leur port en raison des liens d'amitié qu'il entretenait avec leurs dirigeants.
En attendant l'ouverture d'une commission parlementaire réclamée par l'opposition guinéenne, l'ex-directeur général adjoint du port de Conakry, au moment de la signature de la convention, donne sa version des faits. Sori Camara, bonjour. Bonjour, madame. En 2008, lorsque la Guinée décide de la restructuration de son port, quelles sont les sociétés qui répondent à l'appel d'offres et selon quels critères? En Guinée, le premier terminal à conteneurs a été réalisé en 1992. 15 ans après, son extension posait problème. Nous avons demandé aux bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, enfin la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement et la KfW, de financer l'extension de ce terminal à conteneurs. Tenez-vous bien, en 8 ans, on a tout fait, on n'a pas pu avoir le fonds qu'il fallait pour financer l'extension du terminal à conteneurs. Mais quelles raisons ont été avancées par ces institutions financières pour ne pas accompagner la Guinée dans cette restructuration? La raison fondamentale, cela fait un cas d'école pour ce qui concerne le port de Conakry. Les bailleurs de fonds, pour décaisser les 40 millions qu'il fallait pour assurer l'extension du terminal à conteneurs, ont été... Et le décaissement a été subordonné à des conditionnalités qui n'avaient rien à voir avec le fonctionnement du port. Les bailleurs de fonds nous disaient, d'un côté, il faut que le service de la dette soit bien assuré, il faut aussi que les élections soient organisées à bonne date. De l'autre côté, nous plongions dans des difficultés. Le port s'est retrouvé dans une situation tellement difficile que nous avons perdu une grande part de marché. Par rapport à deux ports par rapport aux ports concurrents, Dakar et Abidjan et autres. Alors, nous nous sommes dit, il faut changer la donne, il faut prendre d'autres initiatives. C'est ainsi que le 13 février 2008, nous avons engagé les démarches pour qu'auprès du gouvernement, on soit autorisé à faire recours au partenariat public-privé pour assurer les travaux d'investissement du port. Et à l'époque, je dois ajouter que, puisque c'était une expérience nouvelle pour le port de Conakry, nous avons demandé au ministère des Transports de l'époque d'accepter que des cabinets suffisamment outillés puissent accompagner le port de manière à ce qu'on évite les erreurs qui soient préjudiciables aux choix stratégiques qu'on devait opérer. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Nous avons quand même élaboré les dossiers d'appel d'offres, on a lancé l'appel d'offres. Au départ, ce sont 13 sociétés qui ont répondu à notre invitation. Et au final, vous n'en avez conservé que 4. 4. Ce sont l'appel d'offres à manifestation d'intérêt. Ce sont 13 qui sont sociétés, mais véritablement, ce sont les 4 qui ont déposé les offres. Il y avait donc Max, il y avait aussi historique, un très grand amateur. Il y avait aussi Afrimarine, il y avait Bolloré et ensuite il y avait Jettement International. Je dois vous dire qu'à l'occasion, notre ambition au niveau du port, c'était de faire du port de Conakry un grand port d'éclatement. Et à l'époque, Max Land cherchait à s'implanter dans un port. Nous étions heureux de pouvoir profiter de cette opportunité pour que Max s'installe au niveau du port de Conakry. Alors, les commissions ont été instituées après la réception des offres. Dieu merci, moi j'étais membre de la commission d'évaluation. À l'évaluation des documents,